Je m'appelle Fiona Gedeonhachi, je suis depuis septembre 2023, je travaille ici à l'ISPED et bon, je suis maîtresse de conférence du coup à l'Institut de santé publique ici à Bordeaux. Et donc en tant que maîtresse de conférence, ça veut dire que j'ai un poste qui me demande à la fois de faire l'enseignement au sein des masters qu'il y a ici à l'ISPED, mais aussi ça veut dire que je suis rattachée à une équipe et à un laboratoire de recherche pour faire de la recherche en anthropologie en lien avec la santé de façon assez large. Et donc moi je suis rattachée à une équipe qui s'appelle l'équipe phare dans le Bordeaux Population Health, qui est un laboratoire associé à l'Institut de santé publique à l'ISPED. Il y a peut-être deux façons de répondre. Du côté enseignement, moi j'ai toujours beaucoup aimé enseigner l'anthropologie et les sciences sociales à des publics qui sont pas à des étudiants qui ne sont pas spécialisés en sciences sociales, parce que je pense que ça me force à d'une certaine façon, sortir l'anthropologie et la sociologie de leur mur, qui sont, enfin, c'est souvent perçu comme des disciplines un peu théoriques, un peu perchées, un peu dans leur tour d'ivoire. Et donc, ça me force à montrer les enjeux éthiques et pratiques, je pense, de disciplines qui, je pense, en fait, sont importantes de façon pratique pour le monde. Et aussi, à du coup, quelque part, les traduire dans un langage qui soit accessible, parce que parfois, c'est ça qui peut faire peur. Le savoir scientifique, le savoir médical, il n'était pas neutre, et qu'il y avait toute une histoire à la façon dont on comprenait certaines problématiques de santé, que ça changeait dans le temps, que la façon dont on avait conçu par exemple certaines pathologies ou maladies autour de la santé mentale, on n'avait pas les mêmes noms ou les mêmes façons de les catégoriser au cours du temps ou dans différents endroits. Et j'ai trouvé ça fascinant de se dire que souvent des choses qu'on prend pour acquis comme étant du savoir scientifique, c'est neutre, c'est autoritaire, et en fait c'était hyper contingent. C'est un projet qui se passe à Bordeaux, donc ma recherche de terrain se passe à Bordeaux parce que c'est un projet autour de la drépanocytose, donc il y a une maladie génétique du sang qui est aujourd'hui la maladie génétique héréditaire la plus fréquente en France et qui touche principalement des populations d'origine africaine ou du Moyen-Orient, parfois du pourtour méditerranéen. Et donc on travaille avec une équipe médicale qui s'intéresse à utiliser des thérapies complémentaires comme le massage ou la méditation, pour aider les enfants qui sont atteints de cette maladie et leurs familles à prévenir la douleur, à gérer la douleur, mais aussi plus globalement peut-être à fournir une forme de soutien à la fois à la parentalité, mais aussi pour les enfants dans leur expérience de la maladie et améliorer leur bien-être. Les maladies chroniques, c'est quand même un des grands sujets de santé publique peut-être de ces dernières années. Et la question de du coup comment on fait l'expérience de cette maladie et comment la prise en charge peut inclure pas seulement des approches médicamenteuses mais aussi alternatives pour soutenir à la fois le bien-être physique, donc le ressenti des symptômes de cette maladie, mais aussi plus largement l'expérience de cette maladie, qu'elle soit à l'hôpital ou hors hôpital. Ça me semble être un enjeu important de santé publique. On parle aujourd'hui beaucoup du rôle des aidants, notamment en pédiatrie pour les enfants atteints de maladies chroniques. Et c'est vrai que ça, c'est beaucoup de choses que fait émerger aussi notre recherche, en fait, toute l'articulation, l'organisation qu'il y a autour du soin et qui en fait qui conditionne énormément le quotidien, la vie sociale et professionnelle des parents, mais aussi des enfants, leur capacité à aller à l'école. Et donc voilà, moi c'est aussi ça qui m'a amenée à la drépanocytose, c'est que ça m'intéresse beaucoup. Finalement, c'est un sujet qui est à la fois à l'intersection entre, si on veut, un peu des approches alternatives, des offres de soins de support dans les maladies chroniques, mais aussi la question des inégalités sociales de santé et comment on peut démocratiser en fait l'accès à des offres de soins de support qui ne sont pas forcément faciles d'accès et pour qui c'est pas forcément la priorité quand on est pris en charge et que peut-être généralement on va donner plutôt priorité à un traitement médicamenteux. Dans cette recherche, et moi principalement dans ma recherche, j'utilise des outils qualitatifs, des outils ethnographiques, dans le sens où je mobilise beaucoup des outils qui sont propres à l'anthropologie, donc à la fois des entretiens semi-directifs, ce qu'on va avoir tendance à associer le plus peut-être directement avec les méthodes qualitatives, des groupes de discussion aussi, mais aussi je favorise, et je le dis beaucoup, l'observation, parce que par exemple pour moi c'était un sujet qui était nouveau pour moi, et je peux au travers des récits des patients comprendre leur perception, leur expérience de la prise en charge, ou leur perception, mais pour vraiment comprendre matériellement
ce que représente cette prise en charge. Il a fallu que je fasse des observations à l'hôpital, mais aussi que je puisse me rendre à leur domicile pour comprendre leur quotidien, pour voir à l'hôpital comment se passe une consultation, comment se passe l'hôpital du jour, et tout ça, ça me permet de me rendre compte, voilà, même parfois de quelle distance ils doivent traverser. Je travaille quand même souvent avec des anthropologues et des sociologues, mais depuis que je suis ici, j'essaye aussi d'apprendre et puis de former des étudiants en santé publique. Donc voilà, une de mes stagiaires, c'était une étudiante en pharmacie qui a voulu faire un master de promotion de la santé. L'année dernière, cette année, j'avais souhaité prendre un stagiaire aussi en anthropologie pour justement qu'il puisse avoir cet échange de savoir entre étudiante en pharmacie et anthropologie. Et puis l'année dernière, en stage de M1, il y avait une infirmière qui avait longtemps travaillé en douleur chronique et dont du coup le sujet l'intéressait beaucoup en pédiatrie. Et puis une médecin qui avait travaillé, elle, dans un pays d'Afrique de l'Ouest et qui du coup aussi avait eu des cas qui connaissaient la drépanocytose, et donc ça l'intéressait de voir cette problématique-là d'un point de vue qui était différent que celui médical. Donc, entre la façon dont on conceptualise une intervention de santé publique et la façon dont elle va s'ancrer dans le quotidien des gens, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut réfléchir. Et encore une fois, je reviens à cette idée qu'on peut avoir des bonnes idées ou des bonnes intentions, mais il faut vraiment, finalement aller comprendre l'organisation et le quotidien des gens pour réussir à faire en sorte que cette intervention, elle fonctionne, et que finalement, peut-être quelque chose c'est un peu, encore une fois, peut-être un cliché de l'anthropologie, mais c'est de dire que finalement, une intervention en éducation thérapeutique ou une offre de soins, va falloir vraiment l'adapter à la réalité d'une maladie ou de certaines familles qui ne vont pas être les mêmes. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup de ChatGPT. Donc comme vous savez peut-être pas, moi c'est vrai que j'ai une posture, en tout cas en tant que Fiona Génoachi, en tant que moi, j'ai une posture très anti-ChatGPT. Je suis convaincue que c'est la fin de l'humanité, mais en grande partie parce que je pense que il y a des impacts environnementaux qui sont quand même très importants, qui ont tendance à être un peu invisibilisés aussi. Et puis aussi parce que je pense que ça vient encore rajouter le fait qu'on se focalise sur le résultat au lieu du processus, qui est mon grand combat, au lieu de profiter de d'apprendre. Mais si je dois mettre ma curiosité de chercheur, c'est vrai que ça m'intéresserait de faire vraiment une enquête pour mieux comprendre, notamment sur toute la question de la santé au travail, en fait, puisque finalement, il y a énormément de gens qui disent « moi, j'utilise ChatGPT et ça m'aide ». C'est quand même une phrase qui revient beaucoup. Et donc, d'essayer de comprendre qu'est-ce que finalement les gens mettent derrière cette phrase-là. Je dis ChatGPT, ça m'aide beaucoup, et d'essayer de comprendre finalement quel est l'environnement du travail aujourd'hui qui fait que on a besoin en tout cas que les gens ressentent ce besoin-là, et d'aller vraiment recueillir des perspectives, de suivre aussi les gens. On pourrait faire de l'observation, suivre les gens dans leur travail et voir comment en fait en pratique cet outil il est mobilisé et comment il vient s'insérer dans le monde du travail. Donc ça, c'est une question qui m'intéresserait. Après, j'en ai une deuxième, c'est sur la question de la gestion de la différence, surtout dans le milieu éducatif en France. J'ai un peu un rêve, un jour je collaborerai avec l'éducation nationale. Je pense qu'il y a vraiment une question autour de comment on accueille la différence à différents niveaux. Enfin, c'est pas moi, hein. Enfin, je veux dire, si on parle juste en termes de santé publique, il y a beaucoup qui a été pensé sur l'inclusivité autour du handicap, autour de beaucoup de choses. Mais c'est vrai que du coup, moi, c'est très flou. Mais toute cette question en fait, de la politique de la différence au sein de l'éducation en France, que ce soit linguistique, au niveau du curriculum, plein de choses, ça m'intéresserait beaucoup de réfléchir à comment la différence elle est pensée. C'est un peu flou. Et après, le dernier, mais ça c'est un projet qu'on ne pourra jamais faire, mais on parle tellement aujourd'hui de la recherche va aider l'action, les données probantes. Donc un jour, j'aimerais pouvoir suivre les présidents du monde ou les grands décideurs politiques et voir comment ils font leurs décisions, et pouvoir en gros mesurer vraiment l'impact de la recherche sur la décision politique, parce que malheureusement, je suis pas, j'ai pas de réponse, mais je serais intéressée de voir comment se fait, en pratique, comment cette traduction. Déjà,
d'essayer d'écouter votre cœur, même si c'est très dur. Moi, personnellement, quand j'écoute le mien, c'est très brouillon. Mais moi, en tout cas, de faire les choses pour vous, surtout de se poser des questions de pourquoi on fait les choses, essayer de trouver du sens dans ce qu'on fait. Finalement, encore une fois, c'est un peu comme ce que je disais, c'est pas à moi de définir l'efficacité, c'est pas à moi de définir le sens pour les gens. Et justement, c'est aussi ce que je dis un peu dans mes cours. Moi, je pose des questions, je sais pas à moi de vous donner les réponses. Je serais pas forcément d'accord avec tous les choix que font mes étudiants, mais pour moi, ce qui m'importe, c'est de les accompagner à ce qu'ils arrivent à trouver du sens dans les choix qu'ils font. Donc, je leur dirais surtout, et c'est un peu ce que je dis souvent, d'avoir confiance en eux, des choix qu'ils font, que ce soit comment je vais rédiger mon mémoire, à ce que je vais faire dans la vie, d'autant que possible. Bien sûr, on peut évidemment s'accompagner de gens qui vont nous guider, mais en tout cas de se dire j'y ai mis du mien et je suis pas juste un code donc voilà, d'essayer de. Mais je sais pas si c'est pas très utile, je suis pas sûre que c'est ça qui va leur donner un job demain ou les sécuriser pour toute la vie, mais en tout cas ouais, d'être ça. Et puis peut-être du coup de nourrir une forme de curiosité aussi, toujours euh, envers les choses, de se dire que chaque chose, elle mérite d'être écoutée, entendue. Et ouais, de cultiver une certaine ouverture à l'autre, que l'autre ce soit n'importe quoi, un non-humain, un humain. Je sais pas, je suis pas si je suis très claire dans ce que j'essaye de dire, mais en tout cas, ouais, surtout de se donner une place à eux-mêmes et de développer un projet qui fasse sens pour eux tout en essayant de trouver de l'aide ou de l'accompagnement des